Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, le seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner. Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure en Guinée et sur le continent, pourquoi pas dans le monde. Au menu de ce matin, le Premier ministre sénégalais est arrivé ce dimanche à Conakry pour une visite de 48 heures. Ousmane Sonko effectue ce déplacement dans le cadre du renforcement des liens historiques et de la coopération bilatérale entre la République de Guinée et le Sénégal. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue guinéen Amadou Ouriba. Les détails de cette visite, c'est dans cette émission avec les débatteurs. Et puis, à 80 ans, Sidia Touré est encore porté président de l'Union des forces républicaines UFR. L'ancien Premier ministre guinéen a été reconduit à l'issue d'un congrès tenu la semaine dernière à Conakry. Cette élection intervient alors que le parti s'était récemment opposé à une décision du projet de constitution amendé par le CNT qui fixe la limite d'âge des candidats à la présidentielle à 80 ans. Ce choix pourrait-il compromettre la participation de l'UFR à la prochaine présidentielle si elle ne se tient pas cette année? Les statuts du parti permettent-ils à Sidia Touré de briguer un nouveau mandat? Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR, répondra à toutes ces questions. C'est une pratique qui tend à se généraliser en République de Guinée. La destruction des objets saisis lors des examens nationaux. Le cas récent de Sigiri en est une parfaite illustration. Si cette mesure vise à dissuader la fraude, soulève-t-elle des questions de légalité? Que prévoit réellement la loi en la matière? Khalil Kamara, juriste, nous apportera des explications sur le sujet. En Afrique, le bras de fer se poursuit entre les autorités de la transition au Mali et les formations politiques, alors que plusieurs partis politiques ont saisi la justice pour contester la dissolution de plus de 300 formations. Les tribunaux se déclarent incompétents. Pour la présidente du tribunal de la commune 3 de Bamako, je cite, « La suspension des effets d'un acte administratif revient à suspendre l'acte lui-même ». Une interprétation jugée floue par les avocats de l'opposition qui estiment que le droit n'a toujours pas été dit. On en parle également dans cette émission Le Scanner. En République démocratique du Congo, l'opposant Augustin Matata Pogno est porté disparu depuis plusieurs jours maintenant, condamné à le 20 mai dernier à 10 ans de prison forcée, de travaux forcés pour détournement de fonds publics. L'ancien Premier ministre aurait été vu pour la dernière fois à Kinshasa selon le parti, le LGD. Depuis, plus aucun contact. Le LGD et ses alliés accusent le régime en place d'être responsable de sa disparition et de tout ce qui pourrait lui arriver. Des accusations que le pouvoir rejette, évoquant une simple mise en scène, une affaire qui alimente les débats et vous allez le comprendre dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier numéro de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Direct, événement. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement.
Merci de nous retrouver si c'est maintenant vous le faites sur la 89.5 dans vos différents véhicules. Merci de nous écouter. C'est notre fréquence qui vous accompagne chaque matin et qui accompagne également cette émission à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV. C'est sur les différents bouquets Canal Plus et Star Times. C'est également sur notre site d'information siaminfo.com, sur notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store, également sur nos réseaux sociaux Facebook, Kavi Media, Instagram, TikTok, YouTube également. Vous pourrez retrouver tous nos programmes autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité autour de cette table. Mamadou Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à toute la Guinée et bonjour également Paris Saint-Germain. Ah, on a compris. Bonjour Mamadou Yaya Diallo, pardon. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoussa Cheikh Kamara. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Ça va ce matin? Très bien. Allez, on commence par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Mamadou Diallo, le Premier ministre sénégalais, est arrivé ce dimanche à Conakry pour une visite de 48 heures. Ousmane Sonko est là dans le cadre du renforcement des liens historiques et de la coopération bilatérale entre la Guinée et le Sénégal. Accueilli hier, nous avons vu les images par son homologue guinéen, Amadou Ouriba. Il doit normalement s'entretenir avec des responsables guinéens. Quel est son agenda ? Oui Abdallah, vous vous rappelez, il y a de cela quelques jours, le Premier ministre sénégalais a entamé une tournée africaine, si on peut l'appeler comme ça. Il a commencé donc par la Côte d'Ivoire, et là où il a passé 4 jours. Et après, il a foulé hier le sol guinéen, vous le rappelez, pour 48 heures de visite, une visite qui s'inscrit dans un cadre justement de travail et surtout de renforcement des liens historiques et pourquoi pas des coopérations avec la Guinée. Et vous vous rappelez, la semaine dernière, je crois, on en parlait même dans cette émission, il y a eu des échanges qui ont été effectués justement avec les deux ministères des Affaires étrangères des deux pays dans le cadre des renforcements des capacités qui en tout cas étaient un peu morts depuis plusieurs années, si on peut appeler comme ça, parce une décennie précisément. Une décennie depuis 2008 pour être très précis. Et donc après cette visite, après ce travail qui avait duré je crois 2 jours, le 23 et le 24 je crois, ou 25 comme ça. Et donc le Premier ministre sénégalais est venu dans le cadre justement de réitérer, si on peut appeler, cette volonté sénégalaise aujourd'hui de travailler, de renforcer les coopérations bilatérales entre les deux pays, la Guinée donc et le Sénégal. C'est dans ce cadre on nous apprend qu'il est là. Alors son agenda, dès qu'il a foulé le sol guinéen, il a été accueilli par son homologue guinéen, M. Amadou Ouriba. S'en est suivi également, on l'a vu avec les compatriotes sénégalais qui sont ici à Conakry. Il s'est entretenu avec eux. Et plus tard dans la soirée, il y a eu l'organisation d'un dîner, et à travers même lequel... On voit déjà les images à la télé. Exactement, à travers même lequel dîner, il a fait une déclaration qui fait aujourd'hui le saut gras sur les réseaux. Là où il dit je suis sur moi, je n'ai jamais senti la frontière, ou je n'ai jamais cru plutôt la frontière qu'on nous a imposée, entre guillemets. Donc il s'est senti chez lui et nous lui souhaitons d'ailleurs la bienvenue. Alors pour la journée d'aujourd'hui, normalement une tête-à-tête est attendue entre les deux, un tête-à-tête plutôt entre les deux d'ailleurs chefs d'État dans le cadre de travail justement, et un peu plus tard il doit rencontrer le président guinéen. Mais bien avant, je crois, il y aura une déclaration ou un point de presse qui sera organisé pour restituer un peu de ce qui ressort justement de ces échanges-là. Donc avec les deux chefs de gouvernement. Il y a un point quand même aussi à souligner. On parle d'éviter l'ingérence dans la politique interne des États, mais il y a quand même des associations, des organisations de défense de la société civile qui interpellent le Premier ministre Sonko sur les cas Foni Kemengue, Bilo et notre confrère Habib Marwan, ces disparitions, et que ces organisations ont qualifié entre griffes de forcées. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons vu des déclarations ou d'invites de certaines, vous l'avez dit, associations de la société civile, notamment le FNDC, avec quelques responsables qui ont interpellé le Premier ministre sénégalais justement d'aborder la question ou s'il faut demander de compte, entre guillemets, qu'en est-il donc de nos confrères ou de notre confrère plus Foni Kemengue
Dengue et Biloba qui ont disparu depuis maintenant plusieurs mois. Mais c'est une politique interne également, vous l'avez rappelé, donc ça sera d'ingérence de politique interne. Supposé justement. Mais il pourrait quand même peut-être aborder sous un autre angle avec le Premier ministre le sujet. Reste donc à savoir ce qui va ressortir de ces échanges-là. On attend en tout cas avec impatience des déclarations des deux ministres. Des deux ministres, donc une conférence de presse prévue, un entretien avec le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya aussi au courant de cette journée. Oui. Ce qu'il faut aussi préciser, c'est que cette visite prend fin aujourd'hui, 2 juin. Tout à fait. Donc c'est le dernier jour, 48 heures. Merci Mamadou Diallo. On reste toujours en Guinée et cette fois nous parlons du parti de l'Union, le parti de l'Union des forces républicaines. J'y arrive enfin. UFR, à 80 ans, Sidya Touré reste à la tête. L'ancien Premier ministre guinéen a été reconduit à la présidence du parti à l'issue d'un congrès organisé le vendredi dernier. Vous l'avez suivi. Mais ce choix intervient alors que l'UFR, je l'ai rappelé à l'intro, s'est récemment opposé à une disposition de l'avant-projet de nouvelle constitution. Que prévoit cette disposition amendée par le CNT? Oui, on l'a rappelé, ce projet ou cette disposition vise à limiter à 80 ans l'âge de la candidature pour la prochaine présidentielle à la République de Guinée. Mohamed Leba Sidya, porté à la tête de l'UFR une nouvelle fois encore à 80 ans après 25 ans de règne. On peut l'appeler comme ça. Oui, vous vous attendez à quoi? À un changement, à une alternance. Qui pouvait venir? On s'attendait à une alternance, pourquoi pas? Ce n'est pas exclu. La démocratie, c'est quand ça concerne l'État. C'est quand ça concerne le sommet de l'État dans notre pays. C'est toi qui le dis, moi dans les formations, mais c'est le constat, c'est palpable. Dans les formations politiques dans notre pays, c'est la continuité. Et voilà, tant qu'on peut, et surtout qu'on mise beaucoup aussi sur le poids politique. Et voilà, c'est ce qui ressort de tous les congrès, en tout cas jusqu'ici, tenus, parce qu'il n'y a presque pas eu de changement. Si vous prenez l'UMM d'abord de l'UFR, il y a le PEDN, il y a PIP, il y a naturellement aujourd'hui l'UFR, il y a d'autres formations politiques, notamment il y a le PADES, et éventuellement, dans quelques jours ou quelques semaines, nous allons aussi assister au congrès de l'UFDG. Et sûrement, peut-être que le même plan nous sera quand même... Ce sera le 6 juillet. Évidemment, nous sera, disons, servi. Donc, ça veut dire aujourd'hui que Sidya Touré, qui est une nouvelle fois reconduit avec un score pas quand soviétique, même... Évidemment, 94,48% des voix. Donc, ça veut dire tout simplement que cela quand même rappelle un contexte immédiat d'une réélection à la soviétique, comme vous l'avez signalé. Une légitimité aujourd'hui, disons, renforcée, mais contestation externe, parce qu'aujourd'hui, Sidya Touré, qui est loin, disons, de la Guinée, comment va-t-il participer à une élection dans notre pays? Parce que quand on parle d'une élection, il y a déjà ce qu'on appelle des préalables, notamment la campagne électorale et tout, où il faut avoir quand même ce frottement entre leaders politiques et disons entre leaders politiques et les fans, ou on peut encore les appeler comment, les électeurs, les militants, pardon, c'est l'expression que j'étais en train de rechercher, et les militants à la base de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, où souvent lors des dernières élections, ces différentes formations politiques, notamment l'UFR, l'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel, nous ont habitués quand même à cette façon de drainer quand même du monde. Ça va beaucoup nous manquer si les choses restent comme elles sont actuellement. Par rapport à cette réélection, vous l'avez souligné, Sidya Touré aujourd'hui qui a quand même 80 ans. Et cela coïncide à un moment donné où on a un avant-projet de nouvelle constitution, un avant-projet qui abrite, disons, un article consacré aujourd'hui carrément à la limitation d'âge pour être, disons, candidat à la présidentielle en République de Guinée. Alors cette loi, est-elle, ou cet article est-il en faveur de Sidya Touré? Pour le moment, il faut dire non, parce que la naissance de cette constitution n'est pas encore, disons, chose concrète. C'est vrai que nous tournons aujourd'hui vers le référendum constitutionnel, mais pour le moment, il n'y a pas encore une constitution
pour voir réellement est-ce que cet article il sera supprimé, il sera pris en compte. Est-ce que cet article, c'est-à-dire va aujourd'hui naître avec cette nouvelle constitution dont le projet même pour le moment n'est pas encore présenté. On nous parle d'un avant-projet. Donc ça veut dire tout simplement cela va encore prendre du temps. En quel moment cela va entrer en vigueur dans notre pays et Sidya Touré aura quel âge en ce moment-là? Est-ce que il va peut-être se présenter ou je ne sais pas comment avant cela? C'est impossible pour le moment de tirer une conclusion pour dire que non, mais tout est possible. Tout est possible aujourd'hui parce que ce n'est pas encore tard. Peut-être en politique, rien n'est magique. Rien n'est magique. On peut adopter une nouvelle constitution pendant que Sidya Touré a 80 ans. Cette nouvelle constitution peut peut-être même abriter un autre article, c'est-à-dire qui ramène la limitation d'âge à 70 ans ou qui supprime carrément. Donc tout est possible aujourd'hui. Il n'est pas question, c'est-à-dire de construire un scénario d'élimination directe, mais quand même les velléités aujourd'hui montrent carrément que les chances de Sidya Touré sont telles minimes que ça, en tout cas, si la nouvelle constitution qui va naître prend en compte cet article aujourd'hui, parce que de l'autre côté, il y a certes aujourd'hui une cohésion à l'interne qui renforce, surtout avec ce score à la soviétique, parlant de 94% des voix. Ça veut dire tout simplement aujourd'hui que Sidya Touré semble quand même être ce leader incontesté à l'interne, même si à l'externe il y a d'autres des voix qui s'élèvent. Ce n'est presque pas aujourd'hui comparable à ce que vit l'UFDG, mais il faut quand même dire qu'il y a une certaine cohérence au sein de l'UFR aujourd'hui par rapport à ce qu'on nous a servi comme étant, disons, cette réélection de Sidya Touré à la tête du parti. Maintenant, la question de l'âge, je l'ai dit tantôt, il faut quand même attendre, disons, l'adoption de la nouvelle constitution, encore se plonger dans les calculs. Adoption ou non de la nouvelle. Bon, enfin, oui, parce que c'est un référendum. Bien. Adoption ou non? Mais aujourd'hui, maintenant, il faut ouvrir le bar. Adoption ou non? Bien. Adoption ou non? Adoption ou non? Bien. Adoption ou non? Mais aujourd'hui, ce qui reste clair par rapport à la naissance de cette nouvelle constitution, nous nous disons aujourd'hui, parce que même ceux qui contestent quand même le mieux ou le plus, disons aujourd'hui, ceux qui s'érigent quand même en opposant vis-à-vis du pouvoir, la plupart sont pour la naissance d'une nouvelle constitution, parce qu'on estime que c'est la porte d'entrée pour le retour à l'ordre constitutionnel. On ne peut pas parler d'un retour à l'ordre constitutionnel sans la naissance d'une nouvelle constitution, parce que pour le moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas en République de Guinée. Et ces questions, nous allons encore les poser à notre premier invité. Cette élection interne pourrait-elle compromettre la participation de l'UFR à la prochaine présidentielle si elle devait se tenir après 2025? Les statuts du parti permettent-ils encore à Sidya Touré de briguer un nouveau mandat? Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR, est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Kavi Média. Bonjour Fodé. Le réseau encore qui nous fait des tours du côté de la réalisation. Fodé Baldé, responsable de la communication de l'UFR, est au bout du fil. Bonjour Fodé, merci d'accepter notre invitation. Bienvenue sur Kavi Média et dans cette émission Le Scanner. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation Fodé. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Première question avant vous, Cheikh. Quelles sont les raisons principales aujourd'hui qui ont conduit à la réélection de Sidya Touré à la tête de l'UFR? Vous avez suivi le développement de Mohamed Leba. Il y a suivi quelques développements. Je voudrais d'abord apporter une précision importante. Dire qu'il n'y a pas de contestation externe. J'ai cru entendre contestation externe. Je ne sais pas de quoi il fait référence. Il me plairait d'entendre quels sont les contestataires qui sont à l'externe du parti. Nous sommes un parti qui a été fondé depuis 1992. On se bat pour l'ancrage démocratique. Et le 30 mai, comme on a pu constater, les délégués, les congrès sont venus de partout. À l'intérieur du pays et même au niveau international ont porté leur choix sur le président Sidya Touré. Et voilà que l'UFR fait montre de sa volonté effective d'être ce parti qui fonde encore l'espoir des Guinéens.
Bien, je posais la question, quelles sont les raisons principales qui ont conduit à la réélection de votre leader, le président Sidya Touré? En effet, comme on peut le constater, le président Sidya Touré a un bilan non seulement au niveau de l'organisation, de la structuration, mais surtout au niveau de l'ancrage national. Il a su, de par son expérience, vraiment participer à tous les combats. Il a participé à tous les combats démocratiques pour instaurer une Guinée unie, prospère et résolument engagée sur le chemin démocratique. Je vous rappelle que dès sa prise, dès son élection en 2000, déjà en 2001, il s'était opposé à la volonté du régime d'alors à vouloir tripatouiller la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Et tout récemment, on a pu constater, chez nous, les questions démocratiques, les questions du respect des droits de l'homme, on est intransigeant sur ces questions. Et c'est au vu de tout ce bilan, et vu l'expérience qu'il a, et vu le programme de société que l'UFR a adopté, nous avons estimé qu'il est le meilleur des chevaux aujourd'hui à nous représenter face à l'opinion nationale, face à la population guinéenne pour bénéficier de la confiance des Guinéens pour in fine mettre en exergue notre programme de société. Voilà pourquoi le choix a été porté sur lui. Allez-y. Alors, M. Fodé Baldé, le président Sidya Touré, réélu à la tête, encore une fois, de l'UFR à l'âge de 80 ans. Question, les congressistes de l'UFDG ne savaient-ils pas qu'il existe... De l'UFR, pardon, ne savaient-ils pas qu'il existe un article dans l'avant-projet de la nouvelle constitution qui parle de la limitation d'âge à 80 ans? Si oui, quel avenir pour Sidya Touré à la tête de l'UFR? Vraiment, je suis désolé de le dire, hein, mais de tout mon parcours académique, j'ai fait la faculté des sciences juridiques, administratives et politiques. De tout mon parcours juridique, jusqu'au moment où je vous parle, étant doctorant en sciences politiques, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu qu'on fasse un débat sur des spéculations. Je n'ai jamais entendu qu'on fasse un débat sur un avant-projet. Je n'ai jamais vu, jamais, en tout cas jamais. Tellement ce débat a pris une dimension que je me suis interrogé. J'ai demandé à des personnes qui ont un âge avancé que moi pour voir est-ce qu'ils se sont est-ce que cela est une fois arrivé? Est-ce qu'on s'est prêté dans un pays à débattre sur un avant-projet de loi? Jamais ça ne se passe. Un avant-projet de loi n'est même pas un projet de loi, pourquoi on en parle? Donc je suis désolé de le dire, effectivement, le principe, c'est une question à laquelle vraiment je pense qu'on ne devait même pas poser. Là, Fodé, c'est un projet de loi qui fut adopté. L'avant-projet. Ça a été adopté. Non. L'avant-projet a été adopté. Donc c'est un projet qui va être soumis au référendum, éventuellement promulgué par le président si oui l'emporte. Non mais il faut qu'on s'entende, Fodé. Et c'est loin des spéculations. Alors, la question est de savoir, Fodé, suit les dispositions que nous avons tous lues dans ce projet de nouvelle constitution, si ces dispositions sont justement validées au courant de ces référendums prochains, est-ce que ça veut dire tout simplement que si les élections se tiennent en 2025, Sidya Touré est de facto éliminé, est-ce qu'au niveau de l'IFR, vous avez déjà pensé à un plan B? C'est ça. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Je dis que de tout ce que je sais, la question de l'avant-projet ne peut pas faire objet de débat. C'est seulement en Guinée qu'on s'est permis de divulguer un avant-projet de constitution. C'est seulement en Guinée que ça s'est passé. Chercher à connaître la genèse du constitutionnalisme africain. Nulle part, il n'est conseillé même de divulguer l'avant-projet. Ce qui est conseillé de divulguer, et c'est lorsque cela apparaît dans le journal officiel qu'on peut statuer là-dessus, on peut faire un débat constructif là-dessus, c'est quand le projet de constitution est enregistré dans le journal officiel de la République. Ce n'est pas encore le cas. Comment voulez-vous que je spécule sur quelque chose qui n'existe même pas? Le projet existe, on a assisté à sa vulgarisation, Fodé, on n'invente pas. Non, le projet n'existe pas, c'est l'avant-projet qui a été vulgarisé. Cela, je vous dis, écoutez-moi. On ne va pas s'élargir, sur ce sujet. On va s'élargir parce que c'est de l'intoxication. Non, on ne peut pas qualifier ça d'intoxication. Fodé, on a l'impression que vous ne maîtrisez pas ce que vous dites ce matin. C'est loin d'une intoxication. Comme vous voulez le dire, on parle d'un avant-projet d'abord qui a été adopté pour devenir un projet. Et aujourd'hui, loin des spéculations.
Vous avez connaissance de ce projet, vous? Mais le contenu a été révélé, Fodé, à moins que vous n'êtes pas, vous ne suivez pas l'actualité guinéenne. L'article dont on parle, on ne l'invente pas concernant la limitation d'âge aujourd'hui. Je pense qu'il y a un problème par rapport à la compréhension des mécanismes juridiques. Je dis et je le répète, un projet de constitution ne peut faire l'objet d'un débat que lorsque celui-ci est enregistré dans la journée officielle de la République. C'est sur la base de cet enregistrement. Quelle est la loi guinéenne qui le dit? Non, je vais vous montrer maintenant. Non, quelle est la loi guinéenne qui le dit? Et quel est l'article? Le code? Je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer, monsieur. Je vais vous l'expliquer. Parce que je vais vous l'expliquer. C'est sur cette base, d'ailleurs, que Maître Pépé Lama à l'époque, avait donné une analyse juridique sur la Constitution que Alpha Condé avait soumis au référendum. Parce que tout simplement, le projet de constitution qui avait été diffusé dans le journal officiel n'était pas identique à celui qui a été proposé aux Guinéens. C'est sur cette base qu'il a dit qu'il y a eu falsification de la constitution qui a été proposée aux Guinéens. Donc tant que ce projet n'est pas encore enregistré au journal officiel de la République, cela ne fait pas d'abord objet de projet. C'est ça la règle. C'est une règle administrative, respectée et universellement partagée. C'est pas moi qui le dis aujourd'hui. Vous pouvez demander aux plus grands administrateurs et peut-être ils vous donneront aussi. Et si c'était le cas, puisqu'on parle de politique, rien n'est impossible. Maintenant, vous posez la bonne question. Et si c'était le cas? Encore une fois, l'âge limite veut dire que la personne est en incapacité de. Comment peut-on juger l'incapacité d'un individu sans se référer, disons, au collège des médecins assermentés qui ont qualité à juger de la capacité ou non d'un individu à gérer les fonctions de président de la République? C'est ça le collège des avocats. On parle de la Constitution, on parle d'un ensemble de lois qui est impersonnel et général. On ne parle pas d'un individu, il faut dire. On parle d'une loi. Je pense que vous êtes un peu énervé parce que je vous connais. Non, pas du tout. Donc, si vous me permettez, laissez-moi développer. Si je dois parler, que vous m'interrompez. Allez-y. C'est une précision, elle est très importante. Il faut laisser ça aussi le débat. On va se calmer. Allez-y. On vous écoute. On fait une précision, Fodé. On vous écoute, Fodé. Je peux maintenant. Allez-y. Nous vous écoutons. Donc, je disais que, encore une fois, les lois sont prises par des individus. Il y a des lois qu'on appelle des lois sombres, des lois obscures. Parce que par le fait que ces lois-là, de par mise en œuvre, peuvent porter atteinte ou encore ont été pendant longtemps mis à l'écart, n'ont pas été appliquées. C'est pas moi qui le dis, ce sont les lectures juridiques. On peut fouiller encore. Quand je vais encore plus loin, je dis et je le répète, l'âge limite, pour l'instant, c'est un avant-projet. On attend que cela soit d'abord mis dans un projet diffusé dans le journal officiel pour que nous montrions déjà ce que je peux dire. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être candidat parce qu'il aurait 80 ans, ou il aurait 90 ans, ou il aurait 100 ans. Est-ce que cela veut dire... On a compris votre position. Je termine. Parce que l'empêcher d'être candidat, c'est ne pas le reconnaître son droit civique et politique. Bien. C'est vous qui allez-y, gars. On va évoluer. On a déjà compris votre position. Allez-y. C'est bon. Mais si vous ne me laissez pas développer, vous avez parlé, vous ne me laissez pas développer. Alors non, on vous a largement compris. Je n'ai pas fini d'expliquer. Allez-y. C'est pas pour vous. Allez-y, nous vous écoutons alors. Mettez-vous à l'aise. Allez-y, Fodé. Lorsque on élimine quelqu'un de par son âge, on lui retire son droit de vote, son droit d'être inscrit sur la liste électorale, donc son droit civil et politique, parce que le droit de vote est inclus dans les droits civils et politiques, qui sont les droits de la troisième génération. Lorsqu'on interdit à quelqu'un les droits de la troisième génération, on lui retire une partie de ses droits, des droits humains. Donc c'est une violation flagrante des droits humains. Techniquement, c'est impensable. La seule qualité ou la seule façon pour dire tel le personnage est en incapacité c'est lorsque des médecins assermentés statueront au visa de leurs examens que cet homme est en incapacité de gérer les fonctions de chef de l'État. C'est la meilleure façon. C'est la seule possibilité. Hormis cela, absolument rien. Bien. Dans tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si c'était estime qu'il faut passer par de l'artifice juridique pour éliminer un candidat,
On est là dans ce pays, on va tout observer. Bien, oui, Jean, rapidement. D'accord. Monsieur Fodé, on vous a entendu parler de projet de constitution et là, nous sommes d'accord qu'il y a un projet de nouvelle constitution, n'est-ce pas? Alors, si là, vous parlez dans le cadre juridique, ce qui doit être normal, et nous savons les réalités aujourd'hui. Le projet de nouvelle constitution a été présenté et il y a eu des débats et ça a été même peut-être adopté. Alors, ma question est de savoir si exactement cela s'avère. Qu'en est-il des propositions ou des idées de stratégie qui seront mises en place par votre parti pour aller aux élections, si votre candidat est bien éliminé? Est-ce que l'UFR a un plan B? Mais si moi excusez-moi du terme, c'est pas que je vais parler de moi, mais j'ai fait quelques cours d'études stratégiques. Mais si je vous révèle ici la stratégie de l'UFR, c'est que c'est fini. Alors le plan B, on veut savoir. Mais le plan B est une stratégie. Bien. Donc vous ne voulez pas aujourd'hui dévoiler... Il n'y en a pas, cette norme, on ne va pas. C'est à nous de dire. Mais le plan est tout à fait envisageable, c'est cela? Pardon? C'est un plan envisageable. Ce qui reste clair, l'UFR participera aux élections inclusives, transparentes et crédibles. Avec ou sans Sidia? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est une question. C'est une question, Fodé. Aujourd'hui... J'ai pas statut de le dire. Bien, d'accord, Fodé. Je ne le reconnais pas. On va revenir. Fodé Baldé, moi je reviens pour vous dire que c'est vrai, vous soutenez aujourd'hui que l'avant-projet d'une nouvelle constitution ne mérite pas de prêter débat, mais ça a été divulgué ici en Guinée au moment où le président même du CNT a pris l'initiative d'aller même à l'intérieur du pays pour divulguer le contenu de cet avant-projet de la nouvelle constitution. Alors ça s'est passé en Guinée, ce qui veut dire que ça mérite d'être en parlé. Si nous en parlons aujourd'hui, c'est pas une esquive. Alors la question c'est de... autre chose, c'est de vous rappeler que à partir du mois de septembre, nous allons aller au référendum. Et le référendum qui va donner la chance à l'adoption de la nouvelle constitution, si cette nouvelle constitution sera adoptée, c'est que l'article qui parle de la limitation d'âge sera pris en compte. Ce qui veut dire que derrière, Sidya Touré avec 80 ans n'aura pas la chance d'être candidat aux élections. Il ne faut pas minimiser ce passage, il faut débalder. Bon, encore une fois, je veux tout simplement dire que si le président du CNT s'est permis de divulguer l'avant-projet de constitution, ça n'engage que lui. Et je veux que c'est illogique, c'est anormal, et voire même du tout juridiquement acceptable. Maintenant, pour ce qui est du fait que si l'avant-projet, le problème que vous avez, le problème que j'ai avec vous sur cette question, c'est que moi, j'ai pas connaissance du projet de constitution. Ce qui a été divulgué, c'est l'avant-projet de constitution. Et à ma connaissance, une constitution, on dit article 2, article 3. Ce qui a été divulgué, ce que j'ai entendu, docteur... non, pas docteur Dansa, le rapporteur de la commission. Kotambe Nounou, c'est ça. Voilà, effectivement, voilà. Ce qu'il a eu à expliquer ce jour-là, je pense que c'est les grandes lignes. C'est ce que je sais. Et après, ce qui a été la brochure qui a été partagée, a été servi d'éléments pour être divulgué à l'intérieur du pays. C'est cette cacophonie qu'il faut éviter. Parce que c'est ce qui a été fait sous Alpha et que Maître Pépé Lama a eu à dire qu'il y a eu une cacophonie parce que tout simplement, ce qui a été divulgué dans le journal officiel, le projet de constitution, n'était pas celui qui a été présenté au référendum. C'est ce qu'il faut éviter. C'est pourquoi, tant qu'on n'a pas fini d'adopter le projet, on ne divulgue pas. On inscrit, tant que c'est pas inscrit au journal officiel de la République, on ne divulgue. C'est comme une loi. Quand vous votez une loi à l'Assemblée nationale, il y a des périodes jusqu'à ce que cette loi soit applicable aux citoyens. Il faut d'abord que ça soit divulgué au journal officiel de la République. Bien. Donc, la même chose. Il y a une procédure. Ce qui a divisé dans cette affaire, c'est quoi? C'est que les gens veulent tellement éliminer quelqu'un qu'on s'est empressé à aller endoctriner l'opinion. Non, à tel âge, on ne peut pas être candidat en Guinée, mais attends, qui sont-ils? Moi, j'aimerais juste vous rappeler que le 21 septembre, après le référendum, ça sera l'adoption de la nouvelle constitution et pas l'adoption du projet de constitution. Ouais, ça se comprend. Non, non. J'ai l'impression qu'on s'écoute sans se comprendre. Je n'ai pas dit que le 21 septembre, ce n'est pas l'adoption, ce n'est pas le référendum. D'ailleurs, ce n'est même pas l'adoption, c'était un référendum. Il y a deux possibilités, c'est le oui ou le non. Mais quand vous entendez parler, c'est comme si
doit comprendre l'opinion que c'est temps qu'on va pour adopter une constitution. C'est pas ça, évitons ça. C'est le référendum, c'est le oui ou le non. Donnez cette deux possibilités aux Guinéens pour qu'ils entendent. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire, je pense que c'est pas normal. Mais faut dire, on va pas. Faut dire, tu t'enflammes ce matin. Il faut se calmer. Notre constitution est claire. Ce qui reste clair, c'est que le projet de nouvelle constitution n'a pas été divulgué dans le journal officiel pour que l'on s'approprie de ces termes. Bien, on a compris votre position. Jusqu'à ce que cela soit fait, moi je ne spécule pas sur l'avant-projet, parce que jamais dans le monde, en tout cas, je n'ai vu nulle part que cela a été fait. Vous l'avez déjà rappelé. Voilà. On enchaîne parce qu'on n'a pas assez de... Oui, allez-y. Faut à vous entendre ce matin, c'est comme si vous voyez venir de loin des risques d'une marginalisation. C'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire la peur au sein de l'UFR. La deuxième question, entre aujourd'hui résilience, disons entre résilience et incertitude, jusqu'à quand l'UFR pourra tenir face au pouvoir? Non, il n'y a pas de marginalisation. Je vois plutôt des journalistes qui veulent me dévorer. Je vois plutôt des journalistes qui prennent fait et cause pour un référendum dont on ne connaît même pas les textes et qui disent que oui, on va aller pour adopter le projet de nouvelle constitution. Loin de tout ça. Donc c'est ce que je vois. Non, je dis ce que je pense. Ça peut être loin de tout ce que je dis, mais vous êtes libre. Il m'a posé une question, donc je dis ce que je pense. Maintenant, nous sommes un parti très résilient. Nous avons connu plusieurs régimes et nous avons eu des hauts et des bas, comme toute organisation. Mais c'est ce qui forge notre dynamisme et notre résilience. Soyez rassurés d'une chose, l'espoir que nous suscitons au sein de cette population, ce n'est pas le fait d'un claquement de doigts. C'est suite à des épreuves que nous avons traversées ensemble avec le peuple de Guinée. Bien. C'est suite à nos propositions, à notre sincérité, notre discours qui n'a jamais changé. Parce que nous avons toujours dit que ce pays-là mérite mieux et que dans ce pays, il faut donner force à l'économie agricole. Il faut faire le renouveau de l'État. Il faut restaurer la liberté, réhabiliter la liberté de la presse qui fait aujourd'hui partie de nous, qu'on avait comme un acquis, mais qu'avec le Congrès qui vient de terminer, nous avons intégré cela comme un élément de notre projet de société, malheureusement. Bien. Alors qu'on avait considéré comme déjà un acquis. Ça a été remis en cause. Fodé, on vous a largement écouté sur l'âge, la limitation d'âge. Allons sur cette autre question, très cruciale. La question d'alternance. Je ne veux pas me tromper. Sidya Touré est depuis quand à la tête de l'UFR? Si vous pouvez nous faire un petit rappel. Depuis quelle année, rapidement? Depuis 2000. Depuis l'an 2000. 25 ans. Nous sommes en 2025. Donc 25 ans à la tête d'un parti. Un parti qui a quand même participé à beaucoup d'élections. On est d'accord. Nous sommes d'accord sur ce processus. Mais autre question. Comment, à l'UFR, vous débattez cette question d'alternance au pouvoir? Mohamed l'a dit à l'entame. Des journalistes l'ont dit. Quand il s'agit de démocratie, il y a quand même cet aspect de l'alternance. Que prévoient vos textes de loi? Est-ce qu'aujourd'hui, Sidya est permis de briguer un autre mandat? Si oui, comment abordez-vous la question d'alternance à l'UFR? Merci beaucoup. L'alternance, d'abord, depuis, disons, l'acte additif, constitutif de la CEDEAO, on parle d'alternance démocratique. Les spécialistes ont estimé qu'il faut qualifier cette alternance parce qu'elle peut être aussi féroce comme une alternance militaire. Mais l'alternance démocratique auquel nous faisons référence est régie par des lois. Une alternance démocratique suppose le respect des lois. Quelles sont les lois? Au niveau national, il y a la loi qui est là, qui est la Constitution. Au niveau des partis politiques, il y a ce qu'on appelle les statuts et règlements intérieurs. Sur le fondement de l'article 15, 17, 18, il n'y a pas de limitation quant à la possibilité de président Sidya Touré d'être candidat à la tête de l'UFR. Tout ce que lui a demandé, c'est sa capacité à défendre le projet de société de l'UFR. Voilà ce qu'elle demande. Donc, à l'UFR, c'est tant que... Je termine. Allez-y. Je précise que ce texte date de 92. Date de 92. Le congrès qui a eu lieu n'a pas jugé nécessaire de porter un autre regard sur ça pour la simple et unique raison. La charte des partis politiques n'a pas été amendée. Donc notre statut et règlement intérieur est en parfaite corrélation avec la charte des partis politiques également,
qui n'est pas une loi qui a été faite par l'UFR, mais une loi qui a été faite par les Guinéens, qui est la loi organique en fait des partis politiques. Bien, alors... Étant donné qu'il n'y a pas d'antagonisme, nous, on ne saurait s'imposer ce que la loi ne nous impose pas. En revanche, au niveau national, il y a des conventions que l'État guinéen a librement signées avec la CEDEAO qui imposent une alternance. Et dans la constitution de notre pays, je vais parler de celle de 2010 par exemple, il est fait mention que possibilité est donnée qu'une seule fois au président de renouveler son mandat. En deux choses anticonstitutionnelles. L'État guinéen a aussi signé des accords qui disent qu'on ne peut pas toucher aux lois électorales à 6 mois d'une élection présidentielle. C'est pour moi que je le dis, c'est la Guinée libre et démocratique aller vers toutes ces institutions-là. Nous, dans quelle institution parti politique, la loi nous confère nos lois et règlements intérieurs sur la base desquels l'agrément a été librement remis à l'UFR, nous donne qualité à s'il y a d'être candidat aux élections, congrès auquel il a pris part et pour duquel il a été réellement élu. On ne change pas une équipe qui gagne, dit-on, à l'occasion de cette Assemblée générale. Mais la question est de savoir, est-ce que vous confirmez l'absence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, par ailleurs ministère tutelle de partis politiques, mais aussi les autorités communales? Si oui, comment vous avez interprété cela? Je voudrais d'abord, avant de parler des absents, saluer ceux qui ont été là, dont vous, Kavi TV. Saluer l'initiative qui a consisté à aller couvrir une assemblée générale, à aller couvrir un congrès électif de celui de l'UFR. Que vous en soyez remerciés, chers frères, pour votre... et toute la presse qui s'est mobilisée, que ce soit au niveau national et au niveau international. Effectivement, nous avons écrit, comme l'exige d'ailleurs nos statuts, la charte des partis politiques, nous avons écrit au MATD, au ministère de l'administration du territoire, l'informant et l'invitant à notre congrès qui doit se tenir le 30 mai. Nous avons écrit aux autorités communales, toujours imbibées des valeurs républicaines, on a écrit aux autorités communales pour les informer que nous tenons notre congrès dans leur collectivité. Très tôt le matin, moi, depuis 7 heures, j'étais au siège. Et à 8 heures, j'ai vu un dispositif de la police. Et 30 minutes après, le directeur régional de la police, colonel Souma, qui salue de passage, est venu. Je suis allé vers lui. Il a demandé à me rencontrer, un responsable, et j'ai été moi-même le rencontrer. Il m'a dit qu'ils ont reçu le mandat des autorités de venir assurer notre sécurité et qu'il n'y a pas autre problème que d'assurer notre sécurité parce qu'ils sont informés que nous tenons notre congrès. C'est-à-dire que les autorités sont informées de la tenue de notre congrès. Mais malheureusement, nous avons observé l'absence des autorités du MATD, l'absence des autorités de la commune. N'oubliez pas que la collectivité relève toujours des MATD, c'est le prolongement de l'administration. Donc nous avons compris qu'ils ont certainement décidé de ne pas participer. Donc nous avons pris l'opinion nationale et internationale à témoin. Et c'est pourquoi nous avons pris les dispositions pour que tout soit vu. Tout soit vu. Le processus électoral a été filmé, tout était en direct. Donc on ne saurait nous taxer de quoi que ce soit. Les assesseurs étaient là, le PV a été signé, les candidats étaient là. Tout s'est fait de façon transparente, de sorte à ce que ceux qui n'ont pas été puissent avoir la possibilité de visualiser après ce qui s'est passé au siège. De sorte à ce qu'on ne nous serve pas autre argument qui consisterait à quoi que ce soit. Oui, Mohamed. Donc, faut déballer. On vous a compris sur ce sujet. Okay. On a parlé tout à l'heure de la limitation d'âge, mais au-delà de cela, il y a autre fait qu'on n'en a pas évoqué encore, c'est l'exil aujourd'hui de l'homme. Est-ce que cet exil ne limite pas la capacité de Sidya Touré à incarner un renouveau, malgré aujourd'hui sa rhétorique quand même axée sur la jeunesse et l'économie? Non, bon, j'aurais voulu que vous n'utilisez pas l'expression l'homme. Sidya, vous pouvez l'utiliser, c'est votre grand frère. Vous pouvez utiliser le président Sidya Touré. C'est ça, je le dis de passage. Donc, en fait, effectivement, l'exil qui lui est imposé, de par le fait que l'environnement sociopolitique ne lui est pas favorable, ce n'est pas le fait, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas le président Sidya Touré qui a décidé de lui-même de rester en exil. C'est une décision du bureau politique du parti. Vous étiez là tous.
Je pense que Abdallah même, voilà, j'ai même été sur votre plateau pour expliquer la question de la résidence du président Sidi Touré. J'étais celui qui avec M. Diaby de Mouria Kaba, qui avons remis les clés de cette résidence-là. On sait dans les conditions dans lesquelles nous étions, on sait comment était vraiment cette volonté hargneuse de faire, d'humilier les gens, et ainsi de suite. Et juste après cela, ces enfants qui sont à l'étranger ont vu que ce dont leur père a été victime, on demande à ce qu'ils regagnent, qu'ils viennent en famille pour être réconfortés. Bien. Et sa sortie a été très mouvementée au point que effectivement, le bureau politique s'est réuni urgemment pour prendre la décision de son maintien à l'étranger, de sorte à ce que, effectivement, quand toutes les choses seront réglées, qu'ils reviennent paisiblement au pays. Voilà ce qui a été décidé. Fodé Baldé, responsable de communication de l'Union des forces républicaines. Merci de répondre à nos différentes questions. Une interview très tendue, il faut le rappeler. Merci d'être passé. Non, c'était pas tendu, c'était toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. C'est normal, merci. C'est toujours un plaisir. Merci d'être intervenu. Chez nous, on tourne la page et on parle maintenant d'un autre sujet, même si on reste dans le cadre juridique. C'est une pratique de plus en plus répandue en Guinée, la destruction des objets saisis lors des examens nationaux. Dernier cas en date, celui de Sigiri, on peut dire celle de Sigiri, puisqu'on parle de destruction où du matériel confisqué a été détruit publiquement. Si cette mesure vise à dissuader la fraude, elle soulève néanmoins des interrogations juridiques. Yamoussa Kamara. Alors justement, c'est ça, la destruction des fraudes, on va en parler plus tard, mais puisque la destruction des objets saisis lors des examens nationaux, on va en parler. Mais puisqu'on parle des examens nationaux, cette année, il faut parler de ce qui est de la session 2025, étant donné que les 12, 16, 23 juin prochains débuteront les examens nationaux en Guinée. Il s'agit de l'examen d'entrée en 7e année, du brevet d'études du premier cycle, le baccalauréat unique, examen d'entrée en 7e année. Le démarrage est prévu le 12 juin, le brevet d'études du premier cycle le 16, et puis le baccalauréat qui va boucler la boucle est prévu pour le démarrage le 23. À cette occasion, les autorités du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation étaient devant la presse vendredi dernier à travers une conférence de presse à la Maison de la Presse de Guinée. Il était question de faire le point sur les préparatifs de ces examens nationaux. Alors, la conférence a été présidée par le chef de cabinet du MEPUA, à l'occurrence M. Abbas Kamara, qui a rassuré que les programmes sont exécutés à hauteur de 95%, pour vous dire qu'il nous reste seulement 5%, peut-être que dans les semaines à venir, on sera de taille. Également, il y avait le DGA, le directeur général adjoint de la direction générale des examens, mais aussi du contrôle scolaire. Et lui, il a essayé de présenter les chiffres clés de cette session 2025. Donc, cette année, un total de 566 711 candidats sont inscrits aux différents examens nationaux. Oui, 566 711 candidats sont inscrits aux différents examens nationaux, dont 261 137 considérés comme fiables selon les critères du ministère. Les effectifs se répartissent ainsi, Abdallah. Examen de fin d'études élémentaires CEE, 313 283 candidats, dont 146 906 fiables. Brevet d'études de premier cycle, BEPC en abrégé, 179 849 candidats, dont 93 013 fiables. Baccalauréat unique, on a 72 939 candidats, dont 31 218 fiables. Alors, pour accueillir l'ensemble des candidats, on dit que 2188 centres d'examen ont été sélectionnés à travers le pays avec 18 869 salles de classe aménagées. Et concernant des mesures prises pour, en tout cas, la sécurisation ou la sécurité même de ces examens, les autorités ont annoncé qu'une forte mobilisation sera assurée au niveau des forces de défense et de sécurité, ainsi que du personnel de santé, afin de garantir une couverture sanitaire, sécuritaire et sanitaire optimale. Dans ce cas, on va parler
de revenir justement de la question posée, la question relative à la destruction des biens saisis lors des examens nationaux. Alors, parlant des objets saisis ou confisqués lors des examens nationaux, il faut dire que ce point est aussi évoqué dans les règlements généraux des examens scolaires en Guinée, surtout dans son chapitre 10, d'accord, qui parle de la fraude aux examens, c'est-à-dire le chapitre 10 des règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée parle de la fraude aux examens. Et parlant de ce chapitre, il faut dire que les dispositions 84 de ces règlements généraux sont très claires là-dessus. Une fois, cet article 84 stipule, je cite, « Une fois l'épreuve lancée, tout candidat pris avec des documents ou un téléphone ou tout autre objet connecté qu'il en ait fait usage ou non sera d'office exclu de l'examen si les preuves en sont établies. Le candidat coupable de fraude ou tentative de fraude pour les faits ci-dessus énumérés et exclu des examens sera purement et simplement ajourné pour la prochaine session du même examen. » Le même article continue en disant en précisant, je vais dire, que les documents ou téléphones ou autres objets connectés saisis seront consignés et transmis au procureur de la République pour des fins d'enquête. Comme pour dire que si lors des examens nationaux, vous allez comprendre plus loin, dans l'article 54 des mêmes règlements des examens scolaires en République de Guinée, cet article nous dit que les appareils connectés, y compris le téléphone, font partie des objets strictement interdits dans les centres d'examen. Alors, cette interdiction concerne aussi bien les élèves que les surveillants. N'est autorisé à détenir un téléphone que le président de la commission de surveillance qui est appelé à communiquer avec la hiérarchie en cas de nécessité. Seulement, le président de la commission de surveillance qui est autorisé à détenir un téléphone lors d'un examen. Dans un centre d'examen. Dans un centre d'examen. Alors, vous allez comprendre que l'article 83 de ces règlements, 84 pardon, de ces règlements est clair là-dessus. Le candidat coupable de fraude ou tentative de fraude pour les faits si énumérés et exclus sera purement et simplement ajourné pour la prochaine session du même examen. Et les documents au téléphone ou autres objets connectés saisis seront consignés et transmis au procureur de la République pour des fins d'enquête. Donc, vous pouvez comprendre que dans les règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée, il n'est dit nulle part qu'il fallait détruire les objets saisis dans un centre d'examen. Il n'est pas dit directement. On a dit qu'on va transmettre au procureur pour des faits d'enquête. Au procureur, justement, pour des fins d'enquête. Alors, il faut le dire, même sur le code, je crois, le code pénal, il y a des articles qui sont prévus, en tout cas des sanctions qui provoquent les articles qui provoquent la destruction des biens dont, je crois, dont notre invité viendra lorsque les téléphones justement sont confisqués suite à la commission d'une infraction comme fraude aux examens nationaux, prévu l'article 686 à 688 du code pénal, ils doivent être dévolus à l'État après vente aux enchères. Donc, est-ce qu'il faut les détruire directement? En tout cas, selon les règlements généraux des examens scolaires en République de Guinée, cela n'est pas dit. Cela n'est pas dit. Et nous allons marquer une pause de temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales. Derrière, nous allons également poser, après le développement de Yamoucheche camarade, poser la question à un juriste qui va tenter tant bien que mal de nous expliquer que dit la loi à ce propos en République de Guinée. C'est tout à l'heure. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes,
tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Kavi TV, la télé du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Direct, événements. Débat. Décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction, avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission. Nous parlons de la destruction des objets saisis lors des examens nationaux. Et tout à l'heure, nous allons essayer de joindre notre deuxième invité. Notre second invité, il est juriste, Khalid Kamara. Avec lui, nous allons évoquer l'aspect juridique de cette décision, en tout cas récemment prise par les autorités de Sigiri. Les autorités de Sigiri qui ont procédé à la destruction de plusieurs téléphones saisis. On parle de plus d'une centaine de téléphones. 400 téléphones Android et 55 téléphones basiques, ce qui a été dit. Détruit, complètement détruit, il faut le rappeler. Que dit la loi à ce propos? Tout à l'heure, avec la réalisation, nous allons essayer de joindre Khalid Kamara, c'est notre second invité, il est juriste. Avec lui, nous allons évoquer les dispositions juridiques de cette décision ici en République de Guinée. Est-ce que c'est bon avec la réalisation? Khalid Kamara, est-ce qu'il est déjà au bout du fil? On va, avant d'aller avec Khalid, Yamoussa Cheikh, les dispositions quand même des règlements généraux des examens scolaires sont floues à un certain niveau, si on peut l'appeler comme ça, parce que dans ces dispositions à l'article 84, si je dois te suivre,
on doit, après saisie, ces objets sont remis au procureur de la République pour des fins d'enquête. Le procureur qui, plus loin, peut prendre d'autres dispositions. Le débat peut être... C'est ce que je vous dis, mais les dispositions normalement, même selon l'article ou les articles 686 à 668, peut-être Khalil sera là, ces objets doivent être dévolus à l'État après vente aux enchères. C'est-à-dire, normalement, comme c'est que fait aujourd'hui la GRASC, quand des biens saisis et confisqués, c'est la vente aux enchères normalement parce que ces biens peuvent servir autrement à d'autres fins. Donc, est-ce que le procureur a le pouvoir de les détruire? En tout cas, les règlements généraux n'ont pas dit ça et on n'en a pas vu. À défaut, il devrait le mettre dans le portefeuille de l'État, mais les détruire comme ça, on parle de 400 téléphones Android. Ces téléphones Android peuvent servir autrement. Alors, les détruire, ce ne sont pas des stupéfiants, c'est-à-dire des produits prohibés quand même. Bien, c'est quand même un débat que nous allons ouvrir avec notre invité. Khalil Camara, il est juriste. Avec lui, nous allons parler de cette décision. Bonjour Khalil, bienvenue sur Kavi Média. Bonjour mon cher Abdallah. Merci d'accepter. D'auditeurs et téléspectateurs. Merci d'accepter une nouvelle fois notre invitation. C'est un devoir pour moi, mon cher. À Sigirine, du matériel ou des objets saisis lors des examens nationaux ont été détruits publiquement. Publiquement, il faut le dire, un ordre qui serait venu du procureur de la République après le tribunal de ce côté, de première instance de Sigirine. Aujourd'hui, on se pose la question, que prévoit la loi à cet effet en République de Guinée? Est-ce que la loi autorise la destruction, oui ou non, de ces objets saisis, Khalil? Ok, mon cher Abdallah, je salue vos camarades dans le studio. Merci. Il faut dire que les objets devant être détruits sont déterminés par la loi. Je vais d'abord commencer par dire que il ne s'agit pas que des téléphones saisis lors des examens nationaux. Il faut aborder le sujet dans un sens général. C'est-à-dire que la loi prévoit la confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à commettre l'infraction. Le code pénal prévoit ces confiscations dans ses articles 64 et 65, où il est clairement dit que lorsqu'un objet a servi à la commission d'une infraction ou alors était destiné à la commission d'une infraction, l'objet là doit être saisi. Et la même loi dit que lorsque l'objet est le produit, c'est-à-dire le bien est le produit de l'infraction, directement ou indirectement, le bien doit être saisi. Je vais donner un exemple pour la compréhension de vos auditeurs. C'est comme un individu qui prend alors un véhicule pour aller commettre un vol. Vous savez, le vol, bien sûr, le véhicule est impliqué dans la commission du vol. Donc, ce véhicule doit être saisi. Il en est de même pour une personne qui emprunterait ou qui prendrait sa moto pour aller commettre un assassinat ou un meurtre. La moto est impliquée dans la commission de l'infraction. Donc, moto doit être saisie. Pour ce qui concerne des téléphones, vous savez, conformément aux articles 686 à 688 du Code pénal, les fraudes aux examens nationaux sont des infractions. Tout objet qui serait impliqué dans la commission des fraudes des examens nationaux, ces objets-là seront saisis. Mais pour la saisie ou la confiscation, parce que je voudrais aussi dire que conformément à l'article 041 de la loi portant prévention, détection et répression de la corruption en République de Guinée, il y a une différence entre la saisie et la confiscation. La saisie est temporaire. À partir du moment où un bien est impliqué ou alors est suspecté avoir été impliqué dans une infraction, le bien peut être saisi de manière temporaire. La saisie rend le bien indisponible. Ce qui veut dire que le propriétaire du bien ne peut plus en disposer. Ou la personne qui est mise en cause ne peut plus disposer de ses biens. Lorsqu'il s'agit des fonds, on parle des ailes. C'est pourquoi, au niveau ATF,
Vous entendez souvent que les fonds ont été gelés. Mais lorsqu'il s'agit des biens, on dit les biens ont été saisis. C'est parce que le juge ne s'est pas encore prononcé sur leur destination. C'est le tribunal qui ordonne la confiscation des biens. La confiscation est définitive. Ça veut dire que le propriétaire est définitivement privé de la propriété de ces fonds. Même en cas d'appel. Même en cas... Non. Il y a aussi, vous savez, l'appel suspend l'exécution de la décision. À moins qu'il y ait une décision d'exécution provisoire, parce que le juge, nonobstant appel, peut aussi prendre des décisions d'exécution provisoire. Cela peut arriver, alors même quand l'appel est relevé, la décision peut s'appliquer. Mais même au niveau d'appel, le juge d'appel aussi peut encore suspendre l'exécution de la décision au préjudice de la décision qui a été prise en première instance. Donc, il y a la saisie, il y a la confiscation. Alors, ce qui se passe lors des examens nationaux, c'est la saisie. Donc, ça veut dire que c'est temporaire. C'est temporaire. Maintenant, lorsque les auteurs sont amenés devant le tribunal se prononce sur leur culpabilité. Et après avoir rendu sa décision, le tribunal ordonne, conformément aux articles 64 et 65 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation des téléphones saisis. Ça veut dire que les personnes qui étaient propriétaires des téléphones saisis ne le sont plus. Maintenant, que dit la loi? Conformément à l'article 65 de la même loi, alinéa 3, il est dit que lorsque les biens sont confisqués, sauf dispositions contraires prévoyant leur destruction ou leur attribution, sont dévolus à l'État. Dévolus. Qu'est-ce que vous devez entendre par là? Ça veut dire que quand un bien est confisqué, dans les circonstances que j'ai expliquées, ces biens-là deviennent la propriété de l'État, entrent dans le patrimoine de l'État. Et lorsqu'il s'agit des objets, l'État peut procéder aux ventes aux enchères pour évaluer les biens et prendre les valeurs pour distribuer au trésor public. Donc, Khalil, on va revenir là-dessus. On va revenir sur cet article qui nous paraît très important. Vous dites que lorsque ces objets sont saisis, préalablement, si les fauteurs, ceux qui ont commis cette fraude sont devant des juridictions jugées reconnues coupables, les objets doivent revenir dans le portefeuille de l'État, pas en les détruisant, mais en les mettant aux gens chers. C'est ça, non? Bien, c'est la précision qu'il faut apporter à ce niveau. Parce que la loi prévoit la destruction des biens et prévoit la dévolution de certains biens à l'État. Quels sont les biens qui sont concernés par la destruction? Dans les mêmes dispositions, il est prévu que lorsque les biens sont dangereux, nuisibles, et lorsque vous prenez l'article 965 sur des stupéfiants et substances psychotriques, vous allez voir à ce niveau que les biens, les substances et autres stupéfiants sont concernés par la destruction des biens. La loi dit clairement les biens qui sont dangereux ou nuisibles et qui sont qualifiés par une loi ou un règlement. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il faut dire qu'il y a des conditions de confiscation des biens et les conditions de destruction des biens. Les conditions de confiscation, je vous l'ai dit, un bien qui a servi ou qui était destiné à servir, un bien qui est le produit ou alors qui est le produit direct ou indirect. Mais la loi protège le droit de propriété. Le droit est consacré par l'article 840 du Code civil. C'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Il se trouve souvent que les biens peuvent être saisis, mais les biens-là n'appartiennent pas aux condamnés, c'est-à-dire aux personnes mises en cause. Et la loi dit clairement de respecter les droits de ces tiers. Les tiers, ce sont des personnes-là qui n'ont aucune implication dans l'infraction. Je vous donne un exemple. Une personne emprunte votre moto pour partir commettre une infraction. Vous n'êtes nullement au courant de ses gestes. La loi dit que quand la moto est saisie dans ces cadres-là, votre moto doit vous être restituée parce que vous n'avez aucune implication et le bien doit être la propriété, c'est-à-dire appartenir au condamné pour que le bien soit saisi. Le bien peut être saisi, même si ce n'est pas la propriété du condamné, si le bien est nuisible.
ou alors le bien est dangereux, ou alors le bien constitue une substance. Bien. Et ce qu'il faut dire, c'est que les biens visés par la loi pour destruction, ce qu'il faut comprendre, c'est les biens dont la détention est illicite. Les biens dont la détention n'est pas de nature illicite, les biens qui ne sont pas dangereux, les biens qui ne sont pas nuisibles ne doivent pas être détruits. Bien, et dans ce sens, je vous donne l'exemple, c'est sur les cocaïnes. La cocaïne, l'autre drogue que vous pouvez imaginer. Parce que ces biens-là sont saisis, la loi dit que ces biens, objets ou biens doivent être détruits. Mais même à ce niveau, l'article 865 du Code pénal prévoit la possibilité à ce que l'État puisse utiliser la cocaïne ou la drogue à des fins utiles. Par exemple, dans d'autres pays, vous savez que la drogue est utilisée pour des fins thérapeutiques. Donc, la loi prévoit cette possibilité. Donc, il n'est vraiment pas légal de détruire des biens valeureux, des biens qui ne sont pas dangereux et des biens qui ne sont pas nuisibles. Alors, on va aller avec la question avant de clôturer. À l'espèce, Khalil, est-ce qu'on peut parler, disons, d'une procédure judiciaire qui n'a pas pu aboutir, c'est-à-dire que le processus que vous venez de rappeler ici, le jugement n'est pas arrivé à son bout, ou bien tout simplement pour vous, ce sont disons, des téléphones qui ne constituaient pas, disons, une menace pour les réintroductions dans le marché? Je vous dis clairement que si le ministre de la Justice est au courant de cette situation, il devra se saisir, il devra interpeller le procureur de la République, parce que pour moi, c'est une faute professionnelle. C'est une faute qui peut être imputée au procureur qui a ordonné la destruction des biens. Qui n'est pas une première dans notre pays, hein? Oui, je vous dis que ce n'est pas ma première fois de faire un article sur cet aspect. J'ai eu des discussions avec certains responsables du ministère de l'Éducation et de l'enseignement préuniversitaire. Ils m'ont fait savoir qu'il y a un règlement qui disait que les téléphones saisis doivent être détruits. Je dis s'il y a un règlement, peut-être un règlement qui date de quelle année, je ne sais pas, qui prévoit la destruction des téléphones, ce règlement serait contraire à l'esprit même du législateur. Parce qu'un règlement doit s'inscrire dans l'esprit du législateur. Que vise le législateur? Le législateur vise la destruction des biens dangereux, des biens nuisibles. Or, un téléphone n'est pas un bien dangereux, un téléphone n'est pas un bien nuisible à la santé ou quoi que ce soit. Donc, sérieusement... Le téléphone aussi peut participer à la commission d'une infraction, Khalil. On le sait. Non, mais je l'ai dit. Je l'ai dit dans les conditions... Je l'ai dit dans les conditions de confiscation et les conditions de destruction. J'ai dit que les biens concernés, ce sont les biens nuisibles. Pas que le bien a été choisi, a été saisi lors de la commission d'une infraction, ou le bien a servi à la commission d'une infraction. Ce n'est pas ce que vise le législateur. Mais le législateur vise la destruction parce que le bien est dangereux, parce que le bien est nuisible à la santé. Et je voulais donner l'exemple de la drogue. La drogue est déclarée par la loi nuisible à la santé. Donc la loi dit que quand la drogue est saisie ou la cocaïne est saisie, elle doit être détruite. Mais laisse aussi la possibilité pour lui, s'il y a un organisme habilité à les utiliser à des fins utiles, donner ces drogues-là, la cocaïne-là, à ces services-là pour les exploiter à des fins utiles. Bien. Ce n'est pas aussi précis que cela. Ce qui est très bien compris, en tout cas, Khalil, très bien compris par, je pense, nous qui sommes dans ce studio, sur ce plateau. En tout cas, merci Khalil pour toutes ces précisions. Un devoir. Merci et merci d'être intervenu chez nous. On aborde cet autre pan et on prend la direction du Mali. Le bras de fer se poursuit entre les autorités de la transition malienne et les partis politiques. Plusieurs formations ont saisi la justice pour contester la dissolution de plus de 300 formations. Mais les tribunaux, jusqu'ici, se déclarent incompétents. Incompétents, oui, pour la présidente du tribunal de la commune 3 de Bamako. Je cite, la suspension des effets d'un acte administratif revient à suspendre l'acte lui-même. Une position d'ailleurs jugée ambiguë par les avocats de l'opposition qui estiment que le droit n'a toujours pas été dit. Yaya Diallo. Écoutez, je crois que c'est la suite logique d'une démarche ou d'une approche qu'a finalement adoptée la junte militaire au Mali, qui consiste, selon les autorités militaires, d'assainir l'espace politique malien. Et nous avons suivi cette démarche qui quand même a obéi à un certain nombre de choses, notamment de
de cette assise ou de ces assises qui ont eu lieu, puisque tout est parti là-bas. C'est à l'issue de ces assises qu'on a dû proposer l'assainissement de la classe politique malienne. Et bien finalement, il y avait des intentions qu'on prêtait aux autorités de vouloir suspendre pour un premier temps les partis politiques. Mais finalement, je crois qu'à l'issue de ces assises-là, des recommandations ont été formulées allant dans le cadre de rationaliser la vie politique malienne. Je crois que finalement, ils en ont décidé de dissoudre tous les partis, parce qu'il faut le rappeler, tous les partis politiques, plus de 295 partis ont été dissous. Et finalement, vous savez très bien que cela est intervenu dans une situation de tension politique, de méfiance, mais aussi de défiance entre une classe politique qui se cherche et une gente qui veut étouffer toute voix dissonante, arguant effectivement que les priorités du Mali sont ailleurs et non d'organiser les élections, puisque tout tourne autour de cette organisation des élections. Oui, c'était pour mettre fin à ce débat-là, puisque il y avait les partis politiques qui constituaient des mouchiens qui qui faisaient des bruits autour de ce retour à l'ordre constitutionnel. Et bien finalement, à l'issue même de ces assises, on a dû, accorder un mandat sans élection, il faut le rappeler, au président Assimi Goïta, ce qui lui permet désormais de rester pendant 5 ans au pouvoir sans qu'il n'y ait des élections au niveau du Mali avec le statut de président de la République. Alors finalement, des citoyens, puisqu'on ne parle plus des partis politiques, ils n'en ont plus la qualité dès l'instant que la suspension est actée. Je crois que c'est le 17 mai, le 13 ou le 17 mai, que cet acte a été entériné. Donc finalement, je pense qu'ils ont décidé de se constituer en citoyens. Je crois que c'est la possibilité qui leur est offerte de porter leurs griefs au niveau des juridictions, pour un premier temps des juridictions civiles, ce que nous appelons ici les tribunaux de première instance. Donc finalement, ils ont dit, porter leurs griefs au niveau de ces juridictions civiles-là, pour premièrement d'abord contester la légalité du décret présidentiel, mais aussi soulever quelques conséquences que ces décrets pouvaient porter en ce qui concerne justement la suppression ou la dissolution de ce parti politique-là. Alors, finalement, contre toute attente, puisque c'est comme ça qu'a réagi ces acteurs politiques-là, finalement, ces tribunaux se sont prononcés, incompétents sur ces dossiers-là. Alors finalement, entre-temps, ils ont décidé de continuer leur offensive judiciaire et d'interjeter appel pour pouvoir justement essayer de poser le cas au niveau de la cour d'appel de Bamako. On attend de voir qu'est-ce que tout cela va donner, d'autant plus qu'effectivement que déjà Assimi Goïta a ce qu'on appelle le statut de chef de l'État. On ne peut plus, contester, même s'il n'y a pas eu des élections, sa légitimité, parce qu'on peut arguer effectivement de l'autre côté pour dire que c'est un consensus national, donc autour de ce consensus se dégage une légitimité. Puisque les plus grandes guerres ont été résolues autour de la table à travers des consensus. Justement, maintenant c'est à se demander jusqu'à quand ces faits judiciaires, politico-judiciaires, il faut le rappeler, prendra fin. Et ensuite, comment, comptent se réorganiser ces acteurs politiques-là, qui, il faut le rappeler, n'ont pas dit leur dernier mot, en dépit de toutes les violations des droits de l'homme qu'on assiste au niveau de Mali, puisque c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et ce sont des acteurs aujourd'hui qui continuent à dénoncer, la mise à mort de tout ce qui est droit ou la liberté d'expression, pour ainsi dire, au niveau du Mali, mais aussi la liberté d'association. Ça veut dire que c'est un droit élémentaire, un droit constitutionnel, il faut le rappeler, mais au niveau de Mali, je crois que dans le même acte, on avait interdit toute association à caractère politique, éventuellement même ces acteurs politiques-là qui représentaient ces partis dissous-là sont interdits de toute association et de tout mouvement politique. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, l'étau se resserre autour de cette classe politique-là, qui se demande à quel sens se vouer, et bien finalement qui a pris la responsabilité sur elle de se tourner vers les juridictions du Mali, encore une fois, les mettre devant
les responsabilités, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit de dire le droit. Maintenant, est-ce que les juridictions, comme on a l'habitude de constater à travers l'Afrique, vont rester dans une formalité judiciaire, de là à dire que voilà ce que le chef a décidé, on entérine, ou est-ce qu'il y aura effectivement des magistrats qui vont s'illustrer en disant effectivement il y a quelque part ce qu'on appelle la violation manifeste d'un droit constitutionnel qui justement est dévolu à tout citoyen malien, encore une fois. Donc je pense que c'est un fait aujourd'hui qui fait le chou gras de la presse malienne. On attend de voir effectivement comment cet appel, ce pouvoir en appel, disons, il faut le dire comme ça, va être traité au niveau de la cour d'appel de Bamako. En attendant, il y a justement ces acteurs politiques-là aujourd'hui qui affûtent leurs armes sans pour autant qu'il y ait ce qu'on appelle cette base légale, puisque le parti n'existe plus. Donc, comment ils vont s'organiser pour pouvoir contester. Est-ce qu'on peut mettre cela à l'actif des conséquences de la politique de la chaise vide adoptée par ces acteurs politiques aujourd'hui? Ce serait trop tôt de parler disons, de la politique de la chaise vide, parce qu'il faut le rappeler. Ils étaient absents lors des assises. Justement, les assises, ce n'est pas l'échange électoral. Pour dire qu'effectivement, ils ont décidé de boycotter. Peut-être qu'ils savaient ce qui attendait ces assises-là. Est-ce qu'il fallait eux-mêmes participer, disons, à acter leur mise à mort, ou certainement de s'abstenir de dire déjà, nous connaissons les conclusions qui vont assortir de ces assises-là, donc on ne va pas s'y associer. Et je crois que les résultats ou les conclusions de ces assises-là nous ont dévoilé effectivement ce qui s'est tramé. Il s'agit là effectivement de la mort programmée de ces partis politiques au niveau de Mali. Il faut le rappeler, au niveau du pouvoir de Bamako, toujours on met en avant cette question sécuritaire qui aujourd'hui assaillit les militaires. Plus que d'actualité. Et pour eux, c'est la priorité. Et donc, on doit s'en passer de la potée. Je pense que c'est une façon de contourner même tout ce débat politique-là qu'on a décidé justement de procéder directement à la désignation. Ça peut être discutable, consensuel ou pas. On parle de 5 ans. Donc, oui. Si cette, tu l'as dit, main tendue de ces citoyens ne passe pas, puisque les formations politiques sont dissous de ce côté pour le moment, on peut dire que Assimi Goïta a encore 5 ans. 5 ans sans opposition, 5 ans sans parler de scrutin présidentiel, législatif. Si le schéma continue comme ça, nous sommes très loin de parler de la politique. On vous dira au niveau de la jeune que, premièrement, d'abord, ça permet à l'État malien de faire l'économie de tout ce qui est dépenses dans le cadre de l'organisation de ces élections, mais aussi d'harmoniser leurs positions pour faire face à l'enjeu sécuritaire aujourd'hui qui assaille le nord du Mali. Mais on verra bien effectivement qu'est-ce que tout cela va donner, puisque nous parlons de la démocratie et nous savons très bien que un des principes fondamentaux de la démocratie, c'est les élections, c'est l'alternance. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une thèse complètement exclue au niveau du Mali. Thèse exclue du côté du Mali. On va quand même suivre de très près peut-être ce verdict de la cour d'appel qui est déjà saisi. On va attendre ce qui va advenir de cette requête. Peut-être cette fois-ci, la cour d'appel ne va pas se prononcer incompétente. Peut-être. Parce que parallèlement aussi, il faut le rappeler, il y a des recours déjà qui ont été adressés au niveau de la cour constitutionnelle ou de la Cour suprême au niveau de Mali. On verra bien effectivement comment tout cela va donner. Oui, ce que cela va donner. En tout cas, merci à Diallo. Merci Mamadou Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yamoussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci à tous. On s'excuse, nous ne pourrons pas aborder le dernier sujet inscrit à l'ordre du jour, sujet sur lequel nous allons revenir demain, le cas d'Augustin Matata Pogno de la RDC Congo. Nous allons en savoir plus. Vous allez en savoir plus demain dans cette émission Le Scanner. Merci aux équipes techniques, à la régie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Au revoir. Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent.
Kavi TV, la télé du développement.